On se représente parfois la vie comme une ligne droite, une trajectoire bien définie, un choix évident. Mais je vous pose la question, vous ne vous demandez jamais si tout ça ne serait pas une vision un peu simplifiée des choses ? Parce qu'en avançant, les chemins bifurquent, et parfois au-delà des règles établies. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour rêver, pour s'ouvrir et pour surprendre. Bienvenue dans Courant Alternatif, le podcast des esprits libres qui s'intéresse au parcours de celles et ceux qui avancent autrement. Ici, vous allez le découvrir, pas de vérité figée, mais plutôt des chemins de traverse, des tensions et surtout une conviction. C'est dans le contre-courant que naît le futur. Alors, rejoignez-nous, je vous invite. C'est parti pour explorer des projets artistiques, scientifiques, sportifs, mais aussi des initiatives citoyennes et internationales. Courant Alternatif, c'est l'écho de personnalités inventives, de thématiques pleines d'audace et de nos différences pour prendre conscience tous ensemble du potentiel de nos énergies créatives et susciter le changement. Alors, est-ce que vous êtes prêtes et prêts à vous brancher sur une nouvelle onde ? Place à notre invité du jour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Courant Alternatif. Bonjour Guillaume Fabre. Bonjour Guillaume. Oui, effectivement, deux Guillaume qui se parlent. C'est pas tous les jours. Ouais, c'est rare, donc on est content. Exactement. On est et chauvin. Puis deux Guillaume qui s'appellent Guillaume, pas Guilhem. Exactement, parce qu'on dit pas Guilhem. Bah non. Ouais. Bah non. Enfin, moi j'ai jamais trouvé ça très joli. Bah non, moi non plus et ma maman non plus. Ouais. Mais alors, t'es du sud de la France comme moi. Est-ce que des fois on dit Guillem ? Ah bah alors ça c'est plus toi t'es Rolté. Oui. Voilà. Mais c'est dans l'Hérault ça. Ah d'accord. Ça je me suis rendu compte dans l'Hérault ils disent Guillem. Donc c'est les Nîmois vraiment Guillem, c'est les puristes. Après moi mon père c'est plutôt Toulouse, le Tarn, Albi en fait. D'accord. Albi. Voilà. Alors, on a la chance aujourd'hui de recevoir Guillaume Fabre dans Courant Alternatif. Guillaume est un pianiste très connu, mais indépendamment de sa notoriété, voilà, c'est vraiment quelqu'un de talentueux qui fait des choses différentes, je dirais, pour porter la musique et sa passion. Et donc, on va en parler aujourd'hui. On va parler de pas mal de choses, bien sûr, de ton parcours, ton courant alternatif, ta vision des choses et puis aussi ta transformation, puisque tu évolues sur le plan artistique. Guillaume, tu es donc pianiste, en partie formé en Russie. Tu es le créateur du projet Unopia et nous allons développer bientôt à propos de cette initiative. Et maintenant, tu es en chemin vers le théâtre. Pour commencer, comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas ? Oh, je dirais que je suis pianiste. Ouais, ça c'est quand même vraiment le cœur de mon métier, pianiste classique. Alors ça, je déteste ce terme, mais malheureusement, c'est celui qui me définit le mieux parce que on imagine du coup tout le répertoire que j'aborde puisque c'est essentiellement ce qu'on appelle pas très joliment la musique classique. Et pourquoi tu trouves pas ça joli ? Non, parce que c'est un terme qui en fait veut pas dire grand-chose, qui est assez récent dans l'histoire, qui doit avoir 70 ans, même un peu moins, 60 ans, disons, au moment où finalement on a commencé à vouloir classer les styles musicaux, puisqu'avant ça se passait beaucoup moins comme ça, de manière très rangée. Et donc on a trouvé le terme musique classique, alors qu'en fait le style classique, ça correspond à une période de l'histoire assez précise, assez courte, disons pour faire vite, l'époque de Mozart. Ça, c'est vraiment le style classique. Et donc, après, tu vois, ce qu'on met dans musique classique aujourd'hui, c'est de la musique qui a été composée il y a 500 ans, jusqu'à encore de la musique qui se compose aujourd'hui, ce qu'on appelle plutôt de la musique contemporaine. L'autre terme qui correspondrait un peu mieux, mais qui est horrible, c'est musique savante. Okay. Mais ça le fait pas non plus, parce que du coup, ça fait croire que le reste n'est pas savant. Mais disons, c'est la musique écrite, on peut dire. Ok, plus joli. Ouais, mais c'est pas parfait. T'as déjà réfléchi à une note sémantique ou tu penses que c'est pas facile à trouver Non, franchement, c'est difficile. C'est difficile, mais en gros, de toute façon, c'est immense comme répertoire. C'est 500 ans, au moins 500 ans de musique, encore qui est créée aujourd'hui. Voilà, c'est pas de la musique de film, c'est pas de la musique, c'est pas du rap, c'est pas du jazz, c'est pas de la pop, etc. Donc c'est autre chose. Je sais qu'une des branches, et je crois que c'est une dans lesquelles tu t'es investi, c'est la musique de chambre. Est-ce que ça, oui, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit vraiment le cœur de mon répertoire. Musique de chambre, donc on entend plutôt par les ensembles de 2, 3, 4, 5, 6 musiciens qui forment un trio, un quatuor, un quintet, etc. Je le fais pas mal, mais non, c'est pas vraiment le cœur de mon métier. Moi, je fais quand même essentiellement du piano solo. Mm-hmm. Après, ça m'arrive bien sûr de faire de la musique de chambre avec des amis, comme ça, même assez souvent. Là, je vais jouer avec une violoncelliste prochainement, je joue avec une flûtiste que j'ai connue à Moscou régulièrement. Mais non, ce que je fais le plus, c'est le solo. Ok. Alors, tu as été formé au Conservatoire de Paris. Ensuite, tu es parti à l'Institut Gnessine en Russie. J'imagine que cet univers moscovite, c'était Moscou, hein ? Ouais, exactement. C'est réputé
vois comme étant exigeant, peut-être rude, mais extraordinairement formateur. Est-ce que la Russie a ancré quelque chose de fort en toi? Alors la Russie en soi, en tout cas les gens que j'ai rencontrés, ça c'est sûr. Ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai rencontré cette femme qui s'appelle Tatiana Zelikman, qui était déjà une femme assez âgée. C'était il y a 10 ans à peu près exactement d'ailleurs que je suis arrivé là-bas. Donc je l'ai rencontré un petit peu plus tôt. Moi, je finissais le conservatoire de Paris. Je m'étais consacré vraiment au répertoire russe que j'adorais depuis longtemps. Et avec mon professeur du conservatoire de Paris, Roger Muraro, on s'était décidé à faire ce qu'on appelle le prix du conservatoire, donc la fin du conservatoire de Paris, au bout de 5 ans, et qui consiste en un gros concert d'1 heure, en gros. Voilà. Et on s'était dit qu'on allait faire vraiment sur la musique russe, sur le répertoire russe. Et moi, il y avait un compositeur que j'aimais particulièrement, c'était Alexandre Scriabine. Mon professeur, qui est un être exceptionnel, que j'adore, Roger Muraro, il m'avait dit, bon, moi, tu sais, c'est pas une musique que je connais extrêmement bien. Donc, si tu veux, voilà, si tu veux aller en travailler avec d'autres gens qui sont plus experts, ben, tu peux, quoi. Parce que ça se fait assez rarement, quand même. Quand on a un maître, on reste un peu, voilà, il y a quelque chose de très... comme ça, presque possessif. Mais là, il m'avait dit, bon, voilà. Et j'avais trouvé ça à la fois très classe de sa part et très intelligent. Et donc, j'avais entendu parler de cette pianiste, cette pédagogue. Et donc, je suis allé faire une masterclass avec elle. Ça s'est passé de manière, on peut dire à la russe, puisque le principe en Russie, souvent, c'est que les clichés qu'on a sur la Russie se trouvent souvent être vrais. J'ai lu ça dans le livre d'Emmanuel Carrère qui est sorti récemment, et je trouve que c'est parfaitement juste. Et donc, le premier cours, par exemple, c'était assez original parce que moi, j'arrive, je joue d'ailleurs cette sonate de Scriabine, la 5e, et j'étais quand même prêt. J'étais à 3 semaines de mon prix au conservatoire, donc normalement, j'étais prêt. Et là, en fait, elle m'a gardé pendant 2 heures et demie avec une traductrice. Et en gros, je m'en suis pris plein la tronche pendant 2 heures et demie, mais vraiment à coup de tu comprends rien, t'es stupide, t'as vraiment rien dans les doigts, machin, enfin des trucs comme ça assez rudes quand même, comme tu dis. Et à la fin, je sors en me disant non mais là, je suis parti pour faire cette masterclass avec elle pendant 12 jours. Ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Ouais. Je vais plus savoir jouer à la fin, quoi. En fait, en sortant, je me suis vraiment posé la question de rester, quoi, ou pas. Ouais. Et plutôt de partir, même, vraiment clairement. Et là, je croise quelqu'un qui me dit alors, comment s'est passé ton premier cours? Et je lui dis franchement, c'était horrible. Vraiment, je lui ai tout dit. J'ai dit c'était atroce. Et elle me dit ah bon, parce que je viens de la croiser, elle te trouve formidable. Et donc là, après, je lui ai dit mais comment ça se fait? Pourquoi? Et elle me dit mais en fait, si tu veux, le premier cours, généralement, si elle sent que tu as du potentiel, elle va aller creuser, toucher jusqu'au bout. Et il y a quelque chose, voilà, d'aller toucher dans l'ego. Quelque chose d'assez... qu'on peut trouver un peu pervers, oui. Clairement, mais en même temps, quelque chose qui va, toi, te faire réagir très fort. Ça me fait penser à ce film sur un batteur, exactement. Tu sais, Whiplash. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, il est sorti à peu près dans les années où j'étais là-bas. Alors, effectivement, le professeur est horrible pour le coup. Alors, tu nous diras si Tatiana s'est adoucie avec toi, mais effectivement, je pense qu'il décèle que c'est un virtuose. Et alors, du coup, d'ailleurs, est-ce qu'avec le recul, tu trouves que cette méthode, elle a une valeur ajoutée ou tu restes persuadé qu'on peut arriver à obtenir le meilleur de quelqu'un sans forcément être dur? Mais moi, j'ai un rapport super ambivalent à ça, en fait, effectivement. D'ailleurs, pour répondre à ta question de base, ce qui m'a marqué en Russie, c'est justement ce rapport extrêmement profond à l'art. C'est-à-dire que l'art, là-bas, n'est jamais quelque chose de purement décoratif. Et notamment la musique, mais aussi, par exemple, il y a une très, très grande importance dans la vie courante de la poésie, par exemple, ce que je trouve en France n'existe quasiment pas. Là-bas, je veux dire, les gens connaissent des poèmes, les gens écrivent des poèmes, et les gens, je veux dire, normaux, quoi. Enfin, tu vois, pas forcément que des écrivains, des intellectuels, quoi. Je veux dire, même dans des classes sociales où on n'imaginerait pas du tout, mais c'est quelque chose de très, très présent. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et puis, elle instaurait, et elle instaure toujours, parce qu'elle continue à donner des cours, même si elle a 86 ans maintenant, elle instaure quelque chose d'extrêmement fort, si tu veux, voilà, l'art, c'est pas pour faire joli, être artiste, c'est une grande responsabilité. Et je pense qu'aussi, ça
Après, son elle était histoire à certainement elle. très ambitieuse, j'imagine, pour toi. Et Oui, avec mais ses en élèves. même temps, on restait uniquement sur la musique, quoi. C'est-à-dire, elle te parlait pas de concours, elle te parlait pas de carrière du tout, Oui, donc du ça tout. veut dire que c'est une puriste. Voilà, exactement. Ouais. Et en fait, donc c'est vrai que s'il y a quelque chose d'un peu écrasant, parce qu'elle te disait, voilà, les grands compositeurs, je me rappelle, on travaillait du Chopin pendant toute une période. Et les grands compositeurs, elle me disait, tu vois, eux, ils sont tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, et toi, vraiment. Et elle s'est penchée comme ça, très, très, très lentement vers le sol pour dire, tu vois, toi, tu es à peu près là. Et il y a quelque chose de très écrasant. Et donc, c'est pour ça qu'en tout cas, pour cette méthode, non, moi, je pense qu'il y a des côtés extraordinaires pour certaines personnes. Moi, je pense que j'avais des facilités, tu vois, techniques, musicales, assez comme ça qu'on percevait, qu'elle a perçu tout de suite. Mais elle s'est dit, il faut que ça aille plus loin que ça. Il faut pas qu'il s'en sorte juste avec ses facilités. Oui, ok. Et donc moi, je crois que j'avais besoin qu'on aille chercher ces choses-là, ces choses en fait très très profondes de pourquoi tu es artiste en fait. Et c'est pas uniquement parce que je trouve ça cool d'être pianiste et d'être sur scène. Et du coup, tu as trouvé la réponse là-bas ? En tout cas, la réponse, je sais pas si tu vois, je pourrais la formuler comme ça de manière précise avec des mots, mais en tout cas, je pense que elle a touché un endroit où ça m'a fait réagir au bout d'un moment très fortement. Et cet instant a été assez formateur, ouais, pour me Et dire, tu en t'en fait, pour me souviens ? rappeler. Ouais, ça, je m'en souviens très Si tu précisément. peux en parler ? Je me souviens qu'une fois, vraiment, un cours, donc parfois elle me gardait 5 heures, tu vois. Parfois elle me gardait 20 minutes. Si j'avais pas bossé, de toute façon, elle me disait, bon, allez, super, t'as joué ton morceau, tu reviens la semaine prochaine. Elle était très gentille, hein, elle me disait, tu reviens la semaine prochaine. Et parfois, elle me gardait 5 heures jusqu'à minuit. Elle se faisait sortir par les gardiens du conservatoire. Enfin, c'était assez spécial. Et là, oui, il y a une fois où vraiment... elle était très très en colère, elle tapait sur le piano et tout ça. Et puis moi, au bout d'un moment, j'en pouvais plus en fait. Donc je me suis mis. Déjà, je parlais russe, enfin, au bout de quelques mois. Enfin, même là, c'était plutôt au bout d'un an. Et donc j'ai pu un peu lui répondre, quoi, lui dire mais c'est ça que vous voulez entendre, à taper comme ça sur le piano. Et je l'ai un peu refaite en disant, en me rebellant, quoi. Et en fait, là, j'ai senti en elle qu'elle avait atteint ce qu'elle voulait. Vraiment, très très profondément. Moi, ça m'a porté. En tout cas, après, les autres rencontres que j'ai pu faire par la suite ont donné raison à ce moment-là. Mais par contre, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le pendant de cette pédagogie ou de cette absence de pédagogie, c'est qu'il y a des gens pour que ça casse totalement. Oui. Et des gens brillantissimes. Moi, je me rappelle d'un notamment qui était vraiment extraordinaire, qui était beaucoup plus jeune que moi, qui avait 17 ans. Et juste, moi, je me disais, lui... ça va devenir un grand. Et en fait, un été, après l'été, il n'est pas revenu. Et on m'a dit, il ne touchera plus jamais le piano de sa vie, quoi. Donc ça, évidemment, c'est dramatique. Et ça casse des gens qui sont trop jeunes, des gens qui sont dans le doute et sur lesquels elle va juste en fait appuyer et faire mal et détruire, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis, je suis ambivalent. Ambivalent. Mais en tout cas, il faut... si c'est une méthode qui peut avoir des vertus, elle n'est pas applicable à tout le monde. En fait, c'est peut-être ça l'enseignement. Exactement. Dernière question sur la Russie, donc tu parles russe aujourd'hui, on connaît le contexte international. Alors j'imagine que, comme tu es quelqu'un de très humain, ta peine, elle va d'abord pour les Ukrainiens. Mais est-ce que tu as de la peine pour la Russie et est-ce que tu crois qu'un pays qui a quand même une telle richesse culturelle arrivera à faire revenir cette richesse-là ? Moi, là où je suis effectivement triste pour la Russie, c'est que malheureusement, c'est quelque chose de très cyclique dans son histoire, qui revient régulièrement et que le pays est pris en otage par un pouvoir qui, en fait, le manipule. Ça, évidemment, que je l'avais vu là-bas, mais je n'imaginais pas du tout à quel point ça pouvait... aller jusqu'à cette extrémité-là, ça, franchement... Alors moi, j'ai des amis qui, quand j'habitais là-bas, qui le disaient, je m'en rappelle. Moi, je voyais pas du tout. Mais donc, ce que je trouve dramatique, c'est que finalement, toute une population, effectivement, une grande richesse culturelle est prise en otage par un pouvoir mafieux et sanguinaire. Et ça, moi, je trouve ça terrible. Et malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, ça, c'est sûr. Et l'impérialisme russe... Bon, nous, on a connu ça aussi, hein, mais je veux dire, eux, ils n'ont jamais fait encore le début, le semblant même du début du travail historique qu'ils auraient dû faire quant à leur impérialisme par rapport à tous les pays autour de l'ex-bloc soviétique. Et on voit bien que tous les pays de l'ex-bloc soviétique essayent à tout prix d'alerter sur le fait qu'en fait, la Russie repart à la conquête. Oui,
Et ça me fait penser d'ailleurs à ce qu'on voit dans l'épisode 3, ce qu'on entend avec Valentine Tessier qui, elle, attache aussi de l'importance au devoir de mémoire, qui travaille pour que les crimes soviétiques puissent être mis en lumière. Et donc effectivement, peut-être que ce travail d'autocritique, c'est une condition pour sortir de sa condition. Absolument. Et de toute façon, il y a toujours eu une grande opposition entre le pouvoir et ses artistes en Russie. Et ce qui donnait d'ailleurs, quand j'y étais, il y avait quelque chose, il y avait un vrai monde artistique underground à Moscou et à Saint-Pétersbourg, pareil. Peut-être même plus à Saint-Pétersbourg, qui était absolument génial à découvrir, parce que là, tu vois, il y avait des gens qui faisaient des expos vraiment interdites, tu vois, dans des appartements, dans des sous-sols, dans des trucs comme ça, des soirées, tout ça. Donc, si tu veux, il y avait un vrai monde comme ça, souterrain, et on sentait qu'il y avait une vraie contre-culture. Je trouve que c'est quelque chose que, moi, personnellement, en France, je trouve qui existe moins, et d'ailleurs tant mieux, ça veut dire qu'on oui. on laisse faire les gens, mais ça c'était quand même assez ça chouette. doit être sympa à découvrir. Ça je dois dire, ouais. Alors je reviens un petit peu sur la genèse. Tu fais du piano depuis quel âge ? Depuis que j'ai 5 ans et demi. 5 ans et demi, et tu penses qu'il faut commencer tôt ? Bon, ça dépend pourquoi, mais ça dépend. Enfin, tu vois, à l'époque, moi, j'avais pas du tout l'intention de devenir pianiste. C'est venu assez tard, d'ailleurs. En tout cas, si tu veux devenir musicien professionnel, c'est mieux de commencer avant 10 ans. Okay. C'est sûr. Quel a été le moment où tu t'es dit j'aimerais devenir pianiste ? En fait, moi, je me suis vraiment... j'ai eu un déclic vers l'âge de 16 ans et demi. Là, j'ai fini le conservatoire de Nîmes, où j'avais fait tous mes cycles de piano. Et là, à ce moment-là, j'ai senti, en travaillant, en préparant ma médaille d'or, on appelait ça au conservatoire de Nîmes, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, que si tu veux, je retrouvais vraiment du plaisir à travailler. Ce qui n'était pas tellement le cas pendant les 11 premières années, du coup. Tu vois, je dois dire que là-dessus, moi... non, j'étais plutôt le gamin à qui il fallait vraiment demander d'aller travailler. J'y allais pas forcément de moi-même. Franchement, j'y allais pas de moi-même. Donc là-dessus, mon père a tenu quand même vraiment bon pour me dire non, il faut y aller et tout. Mais donc à 16 ans et demi, ouais, j'ai eu une espèce de déclic, et là j'ai commencé à sentir que en fait, ça me plaît. Je commence à... C'est aussi une période assez difficile, souvent à l'adolescence, 16 ans et demi, tout ça, tu commences un peu à te rebeller, tu commences à t'engueuler avec tes parents, enfin moi en tout cas, tu commences à avoir tes premiers émois amoureux, enfin les premières relations, les trucs, etc. Et moi je me suis rendu compte que le piano, ça devenait quelque chose, c'est devenu un refuge, ça devenait un endroit où je pouvais m'exprimer et déverser plein de choses. Et à l'époque, enfin à cet âge-là, t'as plein d'émotions qui te débordent, qui te submergent. Et moi, la musique, pour moi, ça a toujours été... ton cocon. Ouais, un cocon et un endroit dans lequel je pouvais exprimer des choses que j'arrivais pas du tout à faire autrement, quoi. Et alors, parlant de la musique, est-ce que tu peux nous partager tes influences artistiques ? En musique, elles sont assez vastes, puisque moi j'adore le jazz, que j'ai découvert... plus tard, mais j'ai écouté beaucoup d'électro, beaucoup de hip-hop. Alors après, par exemple, en jazz, tu vois, moi, il y a un pianiste que j'adore, que je vénère absolument, c'est Thelonious Monk. C'est le type qui a la technique la plus éloignée d'une technique classique, mais en même temps, il a juste la technique qu'il lui faut pour sa musique, et même sa vie me fascine, etc. Après... il y a un groupe d'électro berlinoise que j'adore, je crois qu'il continue, il s'appelle Brand Brauer Freak, c'est un groupe... ouais, que j'ai beaucoup suivi, que je suis d'ailleurs toujours. Après, en musique, disons, classique pure, moi, c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup écouté les pianistes. J'écoute toujours beaucoup les pianistes russes de l'époque, disons, des années 60, 70, 80, qui sont Emil Gilels, Sviatoslav Richter, Vladimir Horowitz, sont vraiment des grands pianistes que je vénère. Et c'est aussi beaucoup pour ça que je suis parti là-bas. Ensuite, après, au-delà de la musique, j'ai découvert aussi vers 19-20 ans la littérature, en tout cas le goût pour la littérature. Et ça, c'est très, très important pour moi. Qu'est-ce que tu lis ? Oh, je sais pas, moi, en tout cas, tu vois, j'ai eu des périodes, j'ai lu tout. Il y a une période, j'ai lu tout Céline, j'ai lu tout Romain Gary, j'adore Marguerite Duras, j'adore Michel Houellebecq, j'ai lu énormément de littérature russe, ça c'est évident quand j'étais là-bas, Dostoïevski, Tolstoï, Tourgueniev, etc. Enfin, voilà, qu'est-ce que je lis là là, en ce moment, je te disais, je lis Emmanuel Carrère, j'aime beaucoup cet auteur, en plus il a un lien très très fort avec la Russie qui m'intéresse, bien sûr.
J'aime beaucoup l'auteur Jérôme Ferrari, je ne sais pas si tu vois, vraiment un auteur exceptionnel. Et puis, beaucoup, surtout, depuis 15 ans, le théâtre. Ça, c'est quelque chose qui... Je pense que je vais plus au théâtre que voir des concerts. Alors là, c'est très, très vaste. Mais bon, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Olivier Py. Donc ça, voilà, humainement, c'est quelqu'un que j'adore, etc. Après, il y a un autre metteur en scène que j'aime beaucoup, c'est Jean Bellorini. J'ai aussi eu la chance de travailler avec lui. Mais j'adore le travail d'un metteur en scène qui s'appelle Jean-François Sivadier, par exemple. Enfin, voilà, ça, et ça t'a inspiré puisqu'on va en parler, mais tu te diriges vers un nouveau courant alternatif puisque tu es en passe de devenir comédien de théâtre. Je ne sais pas si je suis en passe de devenir comédien de théâtre parce que j'ai trop de respect pour les grands comédiens que j'ai fréquentés et que je fréquente. En tout cas, tu t'essayes. Mais en tout cas, j'ai un goût pour ça. J'aime jouer, ça c'est sûr. Et quand j'ai eu la chance, avec Olivier Py par exemple, d'avoir des petits rôles, à chaque fois j'étais super content. Les costumes, les répétitions, etc. C'est toujours quelque chose que j'ai adoré faire. C'est un univers qui t'attire. Bon, on va en parler. Alors, je reste d'abord sur le piano puisque j'aimerais parler d'un projet très fort, très différent que tu as porté. Ça s'appelle Unopia. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Unopia ? Oui, alors Unopia, c'est tout simplement un camion dans lequel j'ai mis un grand piano de concert que j'ai modifié pour qu'il puisse s'ouvrir sur le côté avec une avant-scène qui se déplie. Et donc, avec ce petit camion, on organise des concerts et des spectacles autour de la musique classique un peu partout en France depuis 2019. C'est toujours actif ? Ouais, bien sûr, ouais. Alors là, comme on est au mois de décembre, là, en ce moment, c'est la pause. Et je prépare, je construis la tournée 2026. Mais, et donc, en gros, tu vas débarquer dans un lieu où il n'y a pas forcément de musique, de culture, et tu vas faire ton concert. Alors, ça se passe parfois comme ça, mais rarement. En fait, disons, moi, plutôt, là, pendant la période de l'automne, de l'hiver, je construis la tournée. C'est-à-dire que j'essaye de trouver des communes, des festivals, des associations qui sont intéressées par faire venir notre camion. Et donc, je vends des concerts et je leur dis, voilà, nous, on peut s'installer où vous voulez, il faut que le lieu soit calme et il faut que vous apportiez des chaises pour le public et c'est tout. Après, on joue en pleine forêt, en pleine montagne, dans des banlieues, évidemment sur des places de village. Et voilà. Ensuite, cette année, on a ouvert une nouvelle phase qui était, pour le coup, plus sauvage. Comme tu dis, on arrive dans un endroit et on s'installe comme ça. Mais ça, on l'avait jamais fait. Et là, ça, on l'a fait à travers l'Europe. On est parti de Paris, on est allé à Bruxelles. Ensuite, on a traversé l'Allemagne jusqu'à Prague, Vienne. Et puis, on est revenu par le sud de l'Allemagne. Et là, c'était un projet, disons, différent, avec toute une troupe. On était 10, avec une équipe de tournage aussi qui nous a suivis. On va faire un documentaire qui va sortir bientôt. Enfin, voilà, là, c'était plutôt vraiment partir à l'aventure avec la musique classique, en gros. Et quelle est du coup la vocation d'Unopia ? C'est ça, je crois, c'est partir à l'aventure avec la musique classique et de vivre une aventure autour de cette musique avec simplement des musiciens, leurs instruments et une scène ambulante. Du coup, en fait, tu l'as fait aussi découvrir à des gens qui ont peut-être moins accès comme ça. Quel est l'accueil ? L'accueil, c'est que beaucoup plus que ce que j'imaginais, c'est très positif. C'est-à-dire, les gens déjà sont touchés par la démarche. Ils se disent, le mec, il est venu jusque-là avec son camion, parce qu'il faut quand même monter la scène, ouvrir et tout. C'est assez physique, assez galère. Et pousser le piano, évidemment, il y a une accordeuse avec nous qui l'accorde à chaque fois. Et en gros, donc, ils sont touchés par la démarche, tu vois, de se dire, il est venu jusque-là. Justement, c'est pas, j'ai essayé d'inverser un peu la logique, de dire, vous venez au théâtre ou venez dans les salles de concert, mais nous, on vient vous voir directement dans votre village ou dans le village juste à côté. Et donc, juste de dire, en fait, maintenant, on vient juste vous proposer un fil à tirer. Et moi, je vois cette démarche vraiment comme ça, c'est-à-dire, pour moi, comme je te disais, la musique classique, c'est 500 ans de musique, c'est immense, rien que le répertoire pour piano, il faut 60 vies pour juste l'écouter. donc, juste de dire... En fait, tirez ce fil-là, on vous le propose, on vous le tend, tirez-le et après, vous ferez votre chemin vous-même, vous irez découvrir. Aujourd'hui, quand même, on a tous accès à quasiment toute la musique du monde et de l'histoire gratuitement. Donc maintenant, saisissez-vous de ce fil et tirez. Et après, c'est surtout une démarche de création, c'est-à-dire, je demande à des auteurs, des metteurs en scène, puisque j'adore le théâtre, de venir avec moi et d'imaginer justement comment créer une forme originale où à la fois, on leur dit, en fait, c'est pour vous. C'est parce que le problème, c'est que la plupart des gens, beaucoup de personnes en France et partout dans le monde, se disent c'est pas de musique pour moi.
Oui, alors tu me devances, pourquoi il y a cette distance ? Pourquoi il y a cette distance ? Ça, il y a plein d'explications. Et d'ailleurs, en fonction des pays, c'est pas forcément le même rapport. Je crois qu'en France, on a toujours segmenté les milieux sociaux et que la musique souvent a servi de marqueur social. Et donc, évidemment, la musique classique a vraiment cette image de marqueur social, de classe élevée, de gens fortunés dans les grandes villes qui vont au concert, etc. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. À mon avis, notre génération déjà, mais encore celle qui arrive en dessous, je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts à plein de styles. Il suffit d'interroger les gens, de voir les playlists qu'ils ont, c'est beaucoup plus varié à mon avis que dans les générations qui ont précédé. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et encore une fois, je pense inverser cette logique de dire ça c'est la grande musique, parce qu'avant d'appeler ça musique classique, souvent on appelait ça la grande musique. Mm-hmm. Moi, mon grand-père, par exemple, qui n'y connaissait rien, lui, il appelait ça la grande musique, avec beaucoup de respect, d'admiration, etc. Alors que lui-même, donc en fait, si tu veux, c'était une musique presque trop grande pour lui, en fait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont encore un peu ce rapport-là. Et ça, je veux vraiment, justement, l'inverser et dire, bah non, ça vous concerne. Et c'est tellement gigantesque à l'intérieur que vous pourrez trouver des choses qui vous plairont pas, d'autres qui vous plairont. Mais en tout cas, il y a un fil à tirer. Voilà. Il y a une étincelle à faire allumer. Et je pense que nous, en gros, ce qu'on essaye de faire avec nos concerts, c'est juste frotter des silex et essayer d'allumer cette petite étincelle qui, après, peut animer quelqu'un dans la découverte de tout cet univers que je trouve riche, que je trouve passionnant. Et est-ce que tu penses que la musique classique n'est pas suffisamment mixée à d'autres musiques, ce qui permettrait de plus la mettre en avant? Tu vois, j'étais en train de chercher ça, je pense à ce que fait Waracles, je sais pas si tu connais. Et tu vois, par exemple, quand on voit le rap dans les années 90 en France, le rap tel qu'il s'est développé à l'époque où il y avait Radio Nova, etc., il y avait quand même une grosse influence funk hip-hop. Ouais. Et en fait, c'était un peu des mix de musique. Et au final, j'ai l'impression que quand on écoute la musique classique, alors bien sûr, on peut l'écouter dans sa pureté pour ce qu'elle est, mais on l'écoute pas trop associé à d'autres genres. Est-ce que tu penses que des mix de courants musicaux comme ça pourraient aussi permettre de la décloisonner? Ouais, tout à fait, bien sûr. Ça peut être une des façons. D'ailleurs, moi, une fois, j'ai fait une vidéo avec Vladimir Cauchemar. C'est un DJ qui a fait notamment beaucoup de sons pour des rappeurs et qui fait des concerts énormes devant des dizaines de milliers de personnes. Et un jour, on m'appelle et on me dit, pour France Inter, on voudrait faire une vidéo. Il a fait un mix à partir d'une sonate de Beethoven. Et on l'a fait ensemble, c'est sur YouTube. Et ça, je trouvais ça très chouette. Après, si tu veux, c'est toujours... Je pense que le monde de la musique classique a été accaparé par une forme qui existe dans tous les styles de musique, une forme de purisme. Tu vois ? Mais dans le hip-hop, t'as du purisme. Hein. T'as plein de gens qui disent le vrai hip-hop, c'est que le hip-hop de telles années. Le vrai rock, c'est que ça existe dans tous les arts. Dans la danse, dans la peinture, dans tout. Sauf que nous, clairement, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais c'est en train de changer. Et je pense que à la fois, il faut faire attention et casser un peu ce purisme-là. Et en même temps, par contre, j'essaye aussi de ne pas être dans une forme de démagogie qui consiste à dire, par exemple, la musique classique, en fait, finalement, il suffit de jouer des petits morceaux de 3 minutes ou des trucs très connus que tu entends je sais pas, dans des pubs, etc. Et en fait, comme ça, les gens vont apprécier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui font cette démarche-là et moi, j'essaye de... En fait, ça se découvre en profondeur, c'est ton point. Pour moi, en fait, on ne peut pas mentir aux gens, dire que la musique classique, ça s'écoute comme n'importe quelle autre musique. C'est pas vrai. Tu vois, souvent... alors encore une fois, la musique classique, c'est tellement gigantesque qu'il y a 10 000 façons de l'écouter. Mais en vrai, c'est quand même une musique qui nécessite une attention. Et qui nécessite un abandon, de se laisser aller aussi à une forme d'écoute approfondie, tu vois. Je pense que cette écoute-là, aujourd'hui, elle est beaucoup plus dure qu'il y a quelques dizaines d'années. Elle est généralement beaucoup plus dure que pendant tous les siècles où elle a été composée. Donc, du coup, elle est en décalage beaucoup avec le monde actuel, ou qui va plus vite, qui est beaucoup plus, connecté à plein de choses, où tu peux zapper tout de suite, écouter un autre truc en 5 minutes, alors qu'avant, au moment où cette musique a été composée, généralement, on écoutait de la musique que quand on allait au concert.
Donc c'était quelque chose de très rare, de très précieux. Alors qu'aujourd'hui, elle est partout, dans la rue, dans les magasins, dans les restos, enfin voilà. Et donc, je pense qu'il faut pas mentir aux gens en leur disant, bah non, c'est juste une musique comme les autres. À mon avis, non, c'est une musique qui n'est pas mieux que les autres. C'est pas ça. C'est juste que, par contre, elle s'écoute différemment. Et il faut trouver un moment, une attention particulière pour l'écouter. Et ça, je pense que, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de surprises par rapport à ça, parce que parfois, moi, je joue des morceaux de 20 minutes, 25 minutes, et où je me dis, franchement, là, faut les tenir, tu vois. Faut tenir le public 25 minutes dans un morceau de piano, tu vois. Alors parfois, en plus, on n'est pas toujours dans des lieux où l'acoustique est idéale, etc. Et donc, c'est dur. Mais justement, là-dessus, je suis toujours surpris à quel point, justement, on chope les gens. Mais ça, après, c'est notre boulot à nous, les interprètes, d'arriver à rendre ça vivant et à rendre ça fort, tu vois. Alors du coup, ça me fait penser à quelque chose. Alors tu vas peut-être trouver ma question bizarre, ou les personnes qui nous écoutent aussi, mais je me dis, quand on interprète une symphonie au piano, on dit bien comme ça. Les symphonies, généralement, c'est plutôt pour les orchestres. Ah, pardon. Une sonate, disons, plutôt. Ok, ouais. Que l'on fait ça. Est-ce que, finalement, si je compare, tu prends un chanteur, ok, il va chanter une chanson, et donc en fait, son interprétation, grâce à sa voix, grâce à son style, va donner une propre signature, une dimension unique. Un instrument, d'un doigt, j'ai envie de dire, à un autre, est-ce que le rendu est fortement différent ? Ma question, pour être précis, c'est dans quelle mesure le pianiste arrive à créer la singularité dans ce qu'il interprète ? Ouais. Mais c'est une super bonne question, parce que effectivement, on a du mal parfois à imaginer à quel point notre marge de manœuvre est gigantesque en tant qu'interprète. Mais ça, je sais pas, pour ceux qui écoutent, prenez le même morceau, écoutez-le par 3 pianistes différents, vous allez entendre tout de suite. En fait, si tu veux, quand par exemple un compositeur, la plupart du temps, il écrit andante. Andante, ça veut juste dire allant. Et là-dessus, en fait, allant, tu vois, ça veut pas dire exactement telle vitesse. Tu vois, les morceaux de variété aujourd'hui, par exemple, tu as un tempo défini, point barre, c'est comme ça, etc. Tu vois. Après, tu as d'autres qui font des remixes, qui accélèrent, qui ralentissent, tu vois, mais voilà. En musique classique, il y a juste écrit allègre. Non, ça c'est bien, ça veut dire que ça te donne de la liberté, du coup. Mais énorme. Et quand il écrit fort, ça veut dire quoi ? Il y a 1000 milliards de façons de jouer fort. Tu vois, quand il y a écrit, je sais pas moi, toutes les indications que les compositeurs nous ont mis, les petits signes, les petits indices qu'ils nous donnent, tu vois. Et en plus, surtout, il faut sortir aussi de l'idée qu'il y a une interprétation parfaite. Tu vois. C'est comme un texte de théâtre, en fait. Pour le théâtre, je crois que c'est plus clair pour les gens. Si tu veux un monologue de Molière ou de Shakespeare, évidemment, comme tu dis, on entend tout de suite la voix d'un acteur, elle change tout. Tu vois, mais aussi la manière de le dire, la manière d'appuyer sur certains mots, la manière d'accentuer certaines idées. Alors ceux qui accentuent toutes les idées, c'est insupportable, tu vois. Mais alors, un peu genre Lucchini, perso, bon, je l'aime beaucoup parce que justement, il arrive à faire passer tout ça, mais parfois, dans sa manière de dire les textes, moi, parfois, je trouve ça trop didactique, où il veut tout montrer, mais je trouve l'émotion passe moins. Mais ça, c'est des goûts. Mais tu vois... Donc du coup, les acteurs aussi font des choix sur là, moi, je veux faire entendre ça, je veux faire entendre l'état émotionnel dans lequel il est, parce que c'est ça qui est intéressant au-delà des mots, tu vois. Et nous, au-delà des notes, c'est pas les notes qui sont intéressantes, c'est ce que la musique fait sentir. Et c'est ça que je veux faire entendre. C'est pour ça que souvent les gens me disent... il y a beaucoup de gens qui restent attachés à jouer vite ou regarder les mains, tu vois. Et je comprends, hein, c'est intéressant à regarder, tu vois. Parce que là, on voit toute la partie cuisine, tu vois. Enfin, je veux dire, ce qui est l'essentiel de mon temps de travail, c'est vraiment de mettre les doigts au bon endroit et les jouer comme ça. Mais après... Le plus important, c'est l'émotion que tu reçois, tu vois. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour tenir les gens 25 minutes, au bout d'un moment, les mains, 25 minutes, bon, tu vois, c'est pas non plus passionnant au point de tenir 25 minutes scotché, je crois. Mais par contre, l'émotion, ça, le voyage que ça peut te procurer émotionnellement, quand tu arrives à sentir ça, là, en fait, c'est là où ça marche. Et est-ce que tu as un style à proprement parler? Ça, c'est pas trop à moi de le définir, je sais pas. Après, tu sais, en plus, moi, je suis interprète, donc du coup, j'essaye aussi d'adapter mon style aux compositeurs que j'interprète. Tu composes pas? Non. Alors, c'est un souhait ou
En fait, parfois, ça m'est arrivé pour certaines pièces de théâtre, par exemple, quand j'accompagnais des pièces de théâtre, d'écrire des petites choses ou d'improviser, des choses comme ça. Mais pour le moment, j'en ressens pas tellement la nécessité, tu vois. Ouais, si tu veux, pour le moment, il y a encore tellement d'œuvres que j'ai envie d'aborder. Mais tu vois, de la même manière, un acteur, enfin, il y a des acteurs qui écrivent des pièces, hein, mais je veux dire, pas tous, quoi. Et pour le moment, il y a encore tellement de morceaux que j'ai envie de jouer. Je pense que j'aurai pas le temps de tout jouer. Enfin, j'espère, mais en tout cas, voilà. Et puis, tu sais, on s'inquiète un jour de se dire, bah, peut-être qu'un jour, mes doigts, ils fonctionneront plus aussi bien. Et donc, peut-être que là, à ce moment, je composerai. Mais en tout cas, pour le moment... Alors, j'ai 2 questions par rapport bien. à ça, hein, on va dire un peu sur l'importance des doigts et puis un peu sur leur gymnastique. Déjà, j'imagine que tu fais attention à tes mains. Ouais. C'est dans un coin de ta tête ou Ouais, c'est toujours dans un coin de la tête. Après, tu vois, par exemple, quand on monte le camion, je pense pas que je sois le pianiste le plus attentionné à ses mains, parce que tu vois, quand il faut porter l'avant-scène, pousser le piano, etc., clairement, c'est pas forcément idéal avant de jouer. Mais je pense que ça fait aussi partie du projet, tu vois, de dire, en fait, on sort un peu de la zone de confort et quitte à, même si on se fait un peu mal, alors on se fait jamais mal, hein, on fait gaffe, mais en tout cas, tu vois, même si c'est un peu dire, c'est pas forcément idéal, en fait, ça a plus de sens. Ça a puis voilà, tu mets tout ton corps pour le projet. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'avais un prof, rien à voir au niveau du domaine, hein, mais d'économie au début de mes études, mais qui faisait beaucoup de piano, qui est passé par un conservatoire aussi, et il me disait, je me dois de faire des gammes tous les jours. C'est quoi, toi, ta vision sur ça ? Je fais pas de gamme tous les jours, mais par contre, bien sûr que, par exemple, il faut vraiment. Là, tu vois, il fait froid en ce moment. Il faut pas commencer à jouer un morceau super rapide et tu vois, virtuose direct si si tu sors de la rue et que tu as les doigts tout froids, tu vois. Ça, c'est juste dangereux, en fait. Mais de la même manière, si tu es un sprinter et que tu t'échauffes pas, tu vas pas faire un 100 mètres comme ça, à pleine balle, sans chauffer, tu vois. C'est pareil. Et tu joues tous les jours ? Bah ouais, après il y a des jours où je peux pas, mais oui, ouais, j'essaye, ouais. Ouais, ça c'est important. En fait, très vite, quand même, il y a quelque chose que tu perds. Après, évidemment, quand même, je prends des vacances, bien sûr, et je suis pas du tout un obsédé, enfin, je veux dire, un taré de travailler tous les jours, 5 heures et tout. J'essaye pour juste... En plus... Par contre, quand je joue pas, au bout d'un moment, au bout de 5-6 jours, ça me manque, tu vois. Ouais. Mais en même temps, ça me fait du bien. Tu vois, pour la tête, puis il faut s'aérer. Ouais, carrément. On a bien compris ce très beau courant-là, et Inopia, c'est vraiment génial. Tu passes progressivement d'une scène musicale à une scène théâtrale, même si tu n'oublies pas la scène musicale. Qu'est-ce qui t'attire dans le jeu, la dramaturgie ? Qu'est-ce que tu veux jouer ? Qu'est-ce que tu vas jouer ? Ouais, ce qui m'attire, c'est déjà, tu vois, le rapport avec les acteurs. Moi, j'adore les acteurs. En fait, je crois que j'ai chopé une espèce de virus quand j'ai commencé à travailler avec des acteurs, des metteurs en scène. Je pense qu'il y a aussi beaucoup, ce qui me passionne, c'est justement leur travail sur le sens. Nous, c'est quelque chose peut-être qui manque un petit peu en musique, tu vois, c'est-à-dire qu'on est dans la sensation, presque essentiellement. Et voilà, je trouve que le théâtre, ça aborde plus la question du sens, et ça me passionne. Et puis j'adore comment les metteurs en scène abordent les œuvres. Ça, je trouve que nous, en musique, on a beaucoup à apprendre de ça. Et donc, effectivement, alors après, tu vois, moi, j'ai tout à fait l'intention de continuer à faire des concerts et des disques de piano et tout ça. J'ai absolument pas l'intention de l'abandonner, au contraire. Mais par contre, d'enrichir ça par des créations originales, comme là, je vais faire l'année prochaine dans le cadre d'Unopia, mais pas que, notamment avec Olivier Py au Théâtre du Châtelet. On va créer... un spectacle autour d'une grande figure de l'art, de la danse, en plus encore un troisième art qui s'ajoute. Donc ça va parler d'un danseur, mais il y aura un musicien et un acteur. Et donc évidemment un metteur en scène qui va créer tout ça. Et ça, c'est vraiment le genre de projet que j'aime faire. J'ai beaucoup travaillé aussi avec Eric Emmanuel Schmitt sur un spectacle qu'il a écrit autour de Chopin, qu'on joue ensemble. Enfin voilà, et justement, ce que j'aime, c'est quand ça va chercher le sens de ce pourquoi la musique nous touche. Tu vois. Et là, je vais faire aussi un spectacle au Festival d'Avignon en juillet prochain autour... Alors là, pour le coup, je serai clairement comédien, mais ça joue le rôle d'un pianiste. Et en fait, qui rencontre un professeur qui est joué par Tom Novembre. Et on va jouer ce spectacle
donc 3 semaines là, à Avignon, et ça parle justement du rapport d'un virtuose extrêmement brillant, mais qui en fait n'a pas compris le sens profond de ce qu'il fait, qui se remet en question parce qu'en fait c'était un singe savant qui arrivait à recopier, à faire dans le style d'eux extrêmement brillamment, mais en fait il lui manquait le fond, le sens. Et je trouve que justement, tu vois, ça me parle énormément ce spectacle pour ça. C'est pour ça que j'ai dit oui, parce que voilà, ce genre de choses que j'ai envie d'aborder. Je vais faire un autre spectacle qu'on va créer nous avec une opia sur Robert Schumann et un morceau extraordinaire qu'il a écrit au moment où il était séparé de la femme qu'il aimait, Clara. Et il a écrit cette espèce de fantaisie. Ça s'appelle une fantaisie qui dure 30 minutes et qui est un grand cri d'amour vers Clara Schumann, enfin qui est devenue plus tard Clara Schumann, qui s'appelait Clara Wieck, qui était une grande pianiste. Et justement, on a écrit un spectacle sur leur amour et autour de cette musique. Et on va le jouer avec un immense comédien qui a été 25 ans sociétaire de la Comédie Française, qui s'appelle Jérôme Pouli. Enfin voilà, et c'est vraiment le genre de choses que j'ai envie de développer. Donc les deux, en fait, tu vois. C'est formidable, hein. Bravo. En plus, t'es super jeune, hein. T'as quel âge ? Ouais, j'ai 36 ans. 36. Plus trop. Question sur l'art. On est dans une époque qui est saturée de données, hein. Il y a des crises, des alertes. Est-ce que tu penses que l'art a un rôle à jouer dans cette époque-là ? Ben, je pense que l'art donne du sens, en fait. Je pense que, en tout cas, ça l'a fait pour moi. Donc, j'ai envie aussi de partager ce que, pour moi, ça a pu représenter. C'est-à-dire que moi, je crois que j'étais un adolescent un petit peu perturbé, un petit peu traversé par plein de choses, comme la plupart des adolescents. Et je pense que moi, en tout cas, clairement, je pense que ça m'a, d'une certaine manière, ça m'a sauvé. Je pense que j'avais une forme de violence en moi qui s'est totalement canalisée dans l'art. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la violence du monde actuel, voilà. Après, il faut pas être naïf, il faut pas non plus croire que l'art peut tout résoudre. Mais en tout cas, je pense que d'aller au théâtre, d'aller au concert, d'aller au cinéma, d'aller voir de la danse, d'aller voir des formes artistiques, alors des bonnes, en tout cas, ça peut nous rapprocher du sens. C'est certain. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que dans toutes les autocraties, je ne sais pas quel est le terme exact, souvent la culture est complètement bridée. Bah oui. Donc ça veut bien dire que la culture, c'est ce qui permet de s'élever. Bien sûr. Tu vois, on parlait de la Russie, l'Union soviétique. Alors ça a créé des œuvres extraordinaires. Tu vois, les grands créateurs, Shostakovich, Prokofiev et tout ça, sont aussi d'ailleurs ceux qui, avec les contraintes que leur imposait le régime, ont réussi à créer des œuvres qui, en détournant habilement, voilà, mais de la même manière Molière. Molière a réussi à créer des œuvres extraordinaires qui parlaient et qui dénonçaient plein de choses de la société en jouant avec les codes. Voilà. Alors quand même, hein, il y a des œuvres comme Le Misanthrope qui ont été interdites. Enfin, je veux dire, il a pas eu une vie facile. Il s'est battu comme un lion pour ses créations, Molière. Et ça, je pense qu'il faut pas le perdre de vue. Et aujourd'hui, comme tu disais, on est dans un monde qui est surtout très complexe, je pense, peut-être plus qu'à l'époque de Molière, tu vois. Un monde qui est assez inquiétant et avec plein de choses qu'on ne maîtrise pas, tu vois, le numérique. Enfin, pour plein de gens, il y a des gens qui le maîtrisent très bien et d'ailleurs, voilà, il y a des inégalités qui se creusent à cause de ça parce qu'il y a ceux qui maîtrisent et ceux qui ne maîtrisent pas. Mais je pense que pour plein de gens, c'est un monde inquiétant, un monde plein d'insécurité au pluriel. Et donc... je pense que l'art, en tout cas, peut apporter à la fois un réconfort, mais aussi justement un sens à l'existence. Mais par contre, malheureusement, on ne va pas arrêter des guerres avec des morceaux de piano. Ça serait... Si tu devais dire un petit mot en russe pour les russophones qui nous écoutent, pour les inviter à continuer à plus découvrir l'art, tu dirais quoi ? Слушайте музыку и продолжайте бороться за свободу et за мир. Ouais, ça veut dire écouter de la musique et continuer à vous battre pour la liberté et pour la paix. Spasibo. 2 petites questions pour finir. Alors, je vois bien que tu es quelqu'un d'humble et donc tu n'es pas là pour dire comment les choses devraient évoluer. Mais est-ce que tu penses que ça serait intéressant que la musique prenne des directions nouvelles dans les prochaines années ? La musique en général ? Ouais. Oh, alors ça, franchement, ouais, non, là, peut-être ton art à toi. Moi, en tout cas, oui, pour ce qui est de ma discipline et mon milieu artistique, je pense que, en tout cas, c'est très utile et important
que justement on sorte des petites cases dans lesquelles on a été progressivement mis et que, tu vois, il y a 100 ans, 150 ans, les compositeurs étaient beaucoup plus en lien avec les écrivains, avec les chorégraphes, les danseurs, etc. Il y avait justement beaucoup, à mon avis, beaucoup plus de passerelles. Je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu chacun dans son couloir. Ah bah alors attends, là t'es à fond dans courant alternatif puisque c'est vraiment le podcast oui. où on met en avant la multidisciplinarité. Je suis d'accord, mais tu sais, je crois que voilà, il y avait du sens à ce qu'on discute parce que ça, j'y crois très fort et je pense que c'est quelque chose qui en plus n'existe pas que pour la musique, clairement, ça c'est sûr. Donc, en tout cas, voilà, casser un peu certaines barrières, qu'on se met parfois nous-mêmes, mais que aussi le milieu nous met. Moi, par exemple, pour ce qui est de mon parcours à moi, clairement, le fait que j'aille jouer dans des pièces de théâtre, le fait que j'aille jouer dans un camion, etc., pour le milieu traditionnel, classique, un peu puriste dont je parlais, que je respecte en même temps énormément, parce que c'est aussi eux qui font qu'il y a un niveau, qu'il y a une très très grande attention au côté extrêmement précis, intéressant, culturel, etc. Enfin bref, voilà. Mais en même temps, je pense que moi j'ai été mis aussi dans la case de le saltimbanque qui fait son truc dans son camion et dans le théâtre, c'est sympathique, mais c'est pas un vrai pianiste, tu vois. Et ça, aujourd'hui, je sens qu'il y a quelque chose qui change parce qu'en fait, tu vois, parce que aussi j'ai tenu à continuer à faire des disques, à faire des concerts dans des salles traditionnelles et que moi j'aime ça en fait. Et je veux pas dire non, je rejette tout l'un pour ne faire plus que l'autre. Et pour moi, il n'y a pas de raison que des artistes qui jouent dans la salle Gaveau, par exemple, comme j'ai fait il y a quelques semaines, ils puissent pas jouer aussi dans un camion-scène. Tu vois, mais ça d'ailleurs c'est aussi les acteurs qui m'ont appris ça parce que moi j'ai eu la chance de travailler avec des acteurs immenses qui avaient joué les plus grands rôles dans le monde entier, plus grands rôles de Shakespeare, etc. Notamment un auquel je rends hommage qui s'appelle Philippe Girard. Pour lui c'était tout à fait naturel qu'une partie des représentations soit destinée à des publics scolaires, à des collégiens, qu'ils aillent jouer même dans des gymnases, etc. Tu vois, pour les grands acteurs de théâtre, je parle du théâtre public, c'est normal, ça fait partie de leur mission. Mais alors nous, il y a une espèce de star system dans la musique classique. Ça fait bizarre peut-être à entendre, mais ça existe. De certains artistes qui, pour eux, ça c'est sale de faire ça en fait. Tu vois. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose à repenser totalement, de dire attendez, en fait, si on veut que ça continue à vivre et faire venir du public dans les grandes salles, dans les philharmonies, etc. En fait, si personne ne fait ce travail-là, c'est pas bien. Et si on ne fait que dire il y a les artistes qui jouent dans les grandes salles et les autres artistes qui jouent pour les trucs socioculturels dans les centres sociaux, etc. Mais c'est hyper méprisant, en fait. Et donc, moi, ce que je propose, d'ailleurs, avec le camion ou autre, c'est de dire, je joue dans votre salle, et le lendemain, je vais faire des concerts dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, dans les centres sociaux. Enfin, je vois pas pourquoi on aurait des scrupules à le faire. Au contraire, c'est la noblesse de notre métier, aussi. Pour conclure, Guillaume, si tu devais transmettre une impulsion aux auditrices et aux auditeurs qui cherchent à créer leur propre courant alternatif, qu'est-ce que ça serait ton message ? Je pense que c'est un peu bateau, mais en même temps, c'est j'espère, un peu profond. C'est de dire qu'il faut essayer d'être sensible à la petite musique qu'on a en soi et qui nous dit ça c'est pour moi et c'est ça que je veux faire. Essayer de s'y tenir le plus possible. Et même si c'est dur et même si ça nécessite des sacrifices, je pense qu'en fait, au bout du chemin, c'est ce qui est le plus gratifiant parce qu'on a réussi à créer son univers, à imposer, en tout cas à faire vivre son univers. Et je pense que de toute façon, on est plus heureux comme ça plutôt que de s'adapter à l'univers des autres qui nous est imposé. Bon, mais je crois que c'est une idée qui est très répandue, mais je crois qu'elle est forte et que parfois ça fait du bien de l'entendre encore. Eh ben écoute, on va se concentrer sur ça pour écouter notre propre musique, mais on va aussi finir avec la tienne. Sympa. Un grand merci, Guillaume. Merci à toi, Guillaume. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup d'avoir plongé avec nous dans ce courant alternatif. N'oubliez pas de nous suivre et partager le vôtre sur notre Instagram, Courant Alternatif Podcast. Et à très vite pour un prochain épisode.